Et pour ceux qui n'ont rien capté à mon discours, vous avez 4 mois pour l'apprendre. Bad Bunny a exigé que l'Amérique apprenne l'espagnol pour son show au Super Bowl. Scandale immédiat. Boycott total, tempête politique et des joueurs qui s'insurgent. Mais sa déclaration suivante en conférence de presse ? Personne ne l'avait vu venir. La vanne, la justification, la polémique. Vous voulez un truc dingue ? Parfois, un type peut se planter face au monde, sourire et lâcher une blague. Puis, 4 mois après, faire machine arrière de la façon la plus adorable qui soit. Et la toile trouvera quand même le moyen d'en faire la Seconde Guerre mondiale. C'est très exactement la dinguerie qu'a vécu Bad Bunny, l'un des artistes les plus écoutés de l'histoire, préparant le show de la mi-temps du Super Bowl 60. Reprenons depuis le tout début. Nous sommes le 28 septembre 2025. La Ligue de football américain, Apple Music et Roc Nation annonce Bad Bunny en tête d'affiche du Super Bowl 60, prévu le 8 février 2026 au stade Levi de Santa Clara, en Californie. Et ce n'était pas une simple annonce de concert, c'était carrément historique. De son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, il devenait le premier artiste latino en solo à retourner cette scène, en chantant majoritairement en espagnol sur le plus grand tremplin médiatique d'Amérique. Plus de 200 millions de téléspectateurs attendus, et la star comptait tout plier dans une langue autre que l'anglais. Dès l'instant où l'info a fuité, les réactions ont été extrêmement vives. Mais le vrai bordel n'avait pas encore commencé. Jusqu'à ce que Bad Bunny décide de s'amuser un peu sur le plateau de Saturday Night Live. Octobre 2025. Il présente l'émission culte pour la 2e fois. Il flotte sur un nuage après sa tournée monstrueuse de 31 concerts à Porto Rico. Et pendant son discours d'ouverture, il aborde directement le sujet du Super Bowl. Il parle avec une ferveur incroyable, en espagnol, de la fierté de son peuple latino, expliquant que cet exploit appartient à tous les pionniers qui ont ouvert la voie, pas qu'à lui. Puis, avec un sourire en coin au beau milieu d'un sketch télévisé, il lâche cette punchline. Et pour tous ceux qui n'ont rien capté à ce que je viens de dire, vous avez 4 mois pour l'apprendre. Le public explose. C'était tordant, bon enfant, un vrai défi balancé avec un clin d'œil. Et sincèrement, le coup a marché du tonnerre. La vidéo a buzzé et les fans se sont jetés sur Duolingo pour réviser leur espagnol. Des pubs surfant sur la tendance ont même tapissé le métro de New York. Sur TikTok, les tutos d'espagnol pour le jour J ont cumulé des millions de vues. C'était un pur moment d'anthologie pop culture, hyper positif. Mais 4 mois s'écoulent et nous voilà à 3 petits jours du grand match. Le 5 février 2026, la star s'avance au pupitre pour la conférence de presse. Sapé d'une fourrure grise et d'un bonnet à oreilles de lapin, il affronte la blague directe. Et sa réaction était à 1000 lieues du clash auquel on pouvait s'attendre. On va tous s'éclater, ça sera super fluide. Et vous devrez juste vous concentrer sur la danse. Je sais que je leur avais donné 4 mois pour apprendre l'espagnol. Ils n'ont même pas besoin d'apprendre l'espagnol. C'est juste bien mieux s'ils apprennent à danser. Franchement, la meilleure chorégraphie, c'est celle qu'on lâche avec les tripes. Laissez juste parler vos émotions. C'est littéralement la seule règle dont il faut se soucier. Amusez-vous, kiffez le moment. Vous captez le délire ? Pas besoin de maîtriser la langue de Cervantes. Lâchez prise et éclatez-vous. Le gars a mis de côté sa propre vanne pour balancer le discours le plus fédérateur possible. Le son n'a pas de frontières, les percussions explosent la barrière de la langue. Laissez-vous porter par la vibe. Son but premier, c'était vraiment de célébrer ses racines et de rassembler les foules grâce au groove, sans se soucier du vocabulaire. Il nous a promis un show bourré de références latines en garantissant une dinguerie absolue sur scène. Voilà, c'est ça l'immense manque de respect dont tout le monde parle. Sauf que sur les réseaux, les gens s'en foutaient royalement de ce contexte. Le spécialiste en foot américain Dov Kleiman a balancé un extrait de la conférence de presse sur X avec cette légende. Aïe, le gars nous lâche que le public a eu plein de temps pour réviser son vocabulaire latino avant le grand concert. Sauf que là, retournement de veste, il prétend qu'il suffit juste de savoir bouger son boule. 1 tonne de passionnés du ballon ovale ont carrément juré de zapper l'entracte. Le tweet a totalement percé. Plus de 869 000 vues au compteur, 5 900 cœurs et 1600 commentaires en dessous. En 2 secondes, une petite phrase sympa sur le rythme s'est transformée en un bad buzz de panique totale. Genre le mec cédait à la pression. Dans l'espace commentaire, c'était devenu un vrai champ de bataille. Des rageux lâchaient des trucs du style « Hors de question que je regarde ça. Zapper seulement le concert, c'est pour les fragiles. Moi, je boycotte le foot et le basket américain. » Certains sont partis encore plus loin dans les tours. Boycotter juste l'entracte ? Rien à foutre.
j'annule mon visionnage du match complet. Ras-le-bol des conneries indigestes qu'on nous sert à l'appel. D'autres jouaient carrément la carte du mépris total en mode « je connais même pas ce mec ». Les gars rabaissent une superstar mondiale au rang d'artiste de rue. Mais cette histoire de boycott massif s'est cassé la figure dès qu'on a creusé un peu. Un internaute a sorti les vrais chiffres. À l'heure actuelle, le nombre de personnes sur Terre qui refusent de mater le show s'élève à exactement 8 747. À côté de ça, t'as plus de 200 millions de spectateurs chauds pour voir la star chanter. Moins de 9000 rageux face à 200 millions de fans. C'est pas une révolte, c'est un pet dans l'eau. Malgré ça, de sacrés gros poissons se sont mêlés au drama pour jeter de l'huile sur le feu. L'ex-président Donald Trump a trouvé cette décision pathétique et destructrice. La ministre de la Sécurité intérieure a carrément menacé d'envoyer la police de l'immigration au stade. Le groupe 1 million de mamans voulait tout annuler, pendant qu'une orga de droite préparait une soirée alternative avec un vieux rocker ringard. Les demandes pour virer l'artiste ont récolté plus de 100 000 paraphes sur le net. Une ancienne légende du foot a craché son venin en lâchant. Pourquoi ne pas avoir pris un chanteur de chez nous? Les Portoricains ne sont pas des Américains. Ce qui est une énorme connerie, vu que leur île appartient bel et bien aux États-Unis. Un défenseur resté dans l'ombre a sorti qu'il connaissait évidemment la musique du mec, mais que la barrière de la langue le bloquait. Pendant ce temps, des influenceurs refusaient de le considérer comme un artiste national, en zappant complètement le fait que 41 millions de personnes parlent cette langue sur le sol américain. Heureusement, pas mal de gens refusaient de tomber dans le panneau de cette fausse polémique. Dans les réponses sous le poste du journaliste, la commu a tiré à balles réelles. Un mec a rappelé qu'il brasse des millions de fans à l'étranger, ce qui tombe à pic avec les ambitions mondiales de la Ligue. C'est juste du business, a balancé un autre cash. Des millions de curieux ignorant tout du foot américain vont s'y brancher, écrasant largement la poignée de racistes qu'ils apprennent. Même le grand patron de la Ligue, Roger Goodell, a validé ce choix à 200%, militant pour la diversité et prévenant très clairement qu'aucun retour en arrière n'était envisageable. Un sondage en interne a d'ailleurs prouvé que 58,6% des joueurs validaient l'idée. L'organisation campait sur ses positions, tout comme la star portoricaine. Concrètement, voilà la véritable histoire. Un gars lance une vanne sur un plateau télé, rattrape le coup, tout sourire devant les micros, en disant aux gens de simplement danser et kiffer le moment. Et paf, la moitié du net s'est persuadé qu'il avait flingué les joueurs et ordonné aux Américains d'apprendre une autre langue. Le titre racoleur qui s'écrit tout seul. Sauf que la vraie version des faits était 1000 fois plus banale que ce qu'espéraient les rois du bad buzz. Cette fameuse prise de parole a dévoilé la véritable facette de l'artiste. Franchement, si vous n'avez maté que l'extrait de 5 secondes qui a inondé les réseaux, vous avez loupé l'essentiel. Parce que l'interview intégrale du 5 février 2026 offrait une toute autre version. On était à des années-lumière des embrouilles linguistiques, des coups de gueule politiques ou d'un boycott. On y voyait juste un gamin portoricain carrément halluciné par la tournure de son destin. Au moment où la star s'est pointée au pupitre, la salle était complètement survoltée. Et lorsqu'on l'a branché sur son état d'esprit quelques jours avant le show de sa vie, le mec a lâché une réponse 100% authentique. En toute franchise, j'ai du mal à me cerner. Ça fait un sacré paquet d'émotions d'un coup, tu vois. Je n'arrête pas de répéter que je suis encore en pleine tournée. J'étais tout juste au Grammys la semaine passée. Et ouais, 3 trophées au Grammy, dont celui de l'album de l'année, rien que ça pour Bad Bunny. Du coup, j'ai bossé comme un acharné sur ces prestations, sur le truc de dingue qu'on vous prépare dimanche prochain. Bref, ça m'a pompé une énergie folle. Mais bien sûr, je déborde de reconnaissance. Et c'est exactement le sentiment qui m'anime aujourd'hui, tout au long de cette année exceptionnelle avec le projet, grâce au carton de Debby tirar más fotos. L'émotion qui domine tout le reste, c'est vraiment la gratitude. On est loin du profil du gars qui cherche le scandale. C'est juste un type qui tente d'assimiler le fait que toute son existence l'a préparé pour cet instant précis. Il sortait à peine du tapis rouge des Grammys la semaine d'avant, là où son bébé, Debby tirar más fotos, a tout cassé en devenant le tout premier projet hispanophone sacré album de l'année. Il enchaînait encore les stades aux 4 coins du globe. Et d'un coup, il s'apprêtait à fouler la scène la plus monstrueuse de la planète. La pression pesait lourdement sur ses épaules, mais la reconnaissance prenait le dessus. Et quand les journalistes l'ont lancé sur le projet qui l'a propulsé au sommet, il s'est livré à cœur ouvert. Il a avoué qu'il n'en avait rien à cirer de courir après les trophées ou le show du Super Bowl. Son seul kiff, c'était de créer un pont avec ses racines, son public et sa culture. Il a joué la carte de l'authenticité à fond, en s'installant d'abord pour des concerts à Porto Rico. C'est là qu'il a avoué à son équipe
qu'il ne voulait absolument pas quitter son île. Sauf que le reste du monde a fini par frapper à sa porte. Il a avoué que l'album confirmait juste une de ses vieilles certitudes. Ne jamais renier ses origines et porter fièrement son identité, sans pour autant s'enfermer dans une case. Ce projet m'a énormément appris. Et franchement, je crois que c'est l'un de mes disques les plus uniques, voire carrément le truc le plus dingue que j'ai pu sortir. Surtout parce qu'il m'a propulsé jusqu'ici, alors que je n'avais rien calculé de tout ça. Je connais mon passé, mais j'ai une vision claire de mon futur. Ça, c'est l'essence même de l'artiste. Loin des clichés balancés par les médias, finit le rôle du grand méchant inventé par ses détracteurs. C'est juste un mec en quête de vibration, pas de scandale. Puis vint la fameuse question. Y aura-t-il des invités surprises ce dimanche? Les journalistes n'ont pas lâché l'affaire. Logique, il y a 6 ans, il enflammait le Super Bowl 54 avec J-Lo et Shakira. L'interrogation tenait donc la route, et sa répartie était du pur Benito. Il a esquivé le sujet avec la classe d'un politicien chevronné. Il a répliqué que ses seuls convives seraient ses potes et sa famille, ainsi que tout le peuple latino à travers le globe. Il a précisé qu'il cartonne numéro 1 en Chine, d'où leur immense soutien. Le présentateur l'a bien asticoté. Il n'a rien démenti au passage, provoquant l'hilarité générale dans la salle. Mais l'instant le plus touchant de ce point presse a suivi juste après. Une petite des grands frères, grandes sœurs voulait savoir qui l'épaulait avant sa gloire. Sans la moindre hésitation, l'artiste a immédiatement parlé de sa mère. C'était une évidence absolue de la citer en premier. Je suis obligé de répondre « ma daronne », vu qu'on parle de l'époque avant que je perce. Son visage s'impose donc naturellement dans mon esprit. Car elle croyait en moi, bien avant la musique, depuis le tout début. Elle a misé sur l'homme que je suis, sur mon côté humain. Elle m'a fait confiance sur toute la ligne, même dans mes choix. Qu'il s'agisse de mes convictions, de mes goûts ou de mes envies, elle savait au fond qu'elle élevait un mec bien, quelqu'un de sensé et de doué. C'est exactement ce qui m'a mené au sommet. Pas parce qu'elle misait sur un potentiel de pop star, mais parce qu'elle voyait ma valeur en tant qu'être humain. Et c'est la meilleure sensation au monde. Rien ne peut égaler un truc pareil. Elle n'avait pas parié sur l'éclosion d'un génie musical. Elle misait sur sa bonté d'âme. Un détail bien plus précieux à ses yeux. Un gamin de génération jeunesse lui a demandé ce qu'il ferait sans l'industrie musicale. Après un léger blanc, il a philosophé que c'était son unique vocation, mais que même sans les platines, il resterait un type droit, toujours à écrire et créer, car c'est carrément dans ses gènes. Pour couronner le tout, le délire des burgers quand un jeune de Joue 60 voulait son secret fitness. Il a avoué s'enfiler des smash burgers à 4h du mat. Il faisait une véritable fixation sur le show. Il touchait à peine au domino. Un vrai supplice pour lui. Et venait de faire chou blanc sur ses 3 dernières manches. Il s'est excusé d'avoir juré comme un charretier, avouant qu'il devait en toucher un mot à son psy. Toute la salle était morte de rire. Et c'est ce mec-là que les boycotteurs essayaient de vous présenter comme une menace. Même Adam Sandler, son partenaire d'écran dans le film Happy Gilmore 2, a explosé de joie quand on l'a branché sur Bad Bunny et le show de la mi-temps. Il n'arrêtait pas de répéter que c'était un artiste incroyable et un mec en or. Il a même confié l'avoir eu au téléphone le jour même, ajoutant que la star trépignait d'impatience comme un gosse. Voilà l'état d'esprit de Bad Bunny juste avant le grand dimanche du Super Bowl. Rien à voir avec un fouteur de merde ou un agresseur, juste un gars de Porto Rico qui hallucinait encore de sa propre vie. Ce gamin de Vega Baja qui a complètement bouleversé les codes. Franchement, pour capter pourquoi toute cette polémique va bien au-delà d'une simple vanne sur les cours d'espagnol, il faut vraiment creuser les origines de Bad Bunny. Parce qu'on ne parle pas d'un buzz éphémère, qui a eu un coup de bol monstrueux, pour se retrouver du jour au lendemain en plein cœur d'une guerre culturelle. Son parcours, ça démarre dans un petit bled au bord de l'eau, à Porto Rico. C'est un chemin parsemé d'années de galères, de débrouilles et d'énormes doutes. Pour finir sous les projecteurs de la plus grande scène de la planète, avec une moitié du pays qui l'acclame et l'autre qui veut sa peau, Benito Antonio Martínez Ocasio a vu le jour le 10 mars 1994 à Bayamón, sur l'île de Porto Rico. Il a fait ses armes dans le quartier d'Almirante Sur, en plein Vega Baja, une commune côtière à environ 30 miles à l'ouest de San Juan. Il y a passé une enfance sans le sou, mais super heureuse. Son daron, Tito Martinez, gagnait sa croûte comme routier. Sa mère, Lissori Ocasio, ancienne prof d'anglais à la retraite, l'a gavé d'amour, tout en veillant à son éducation. Il a aussi 2 frangins plus jeunes, Bernie et Bisaël. À la maison, la musique rythmait le quotidien en permanence.
Ses parents kiffaient la salsa et le merengue des monstres sacrés comme Héctor Lavoe ou Juan Gabriel. De son côté, le jeune Benito s'enjaillait sur les pionniers du reggaeton pendant les trajets en bagnole, des piliers qui allaient forger son identité musicale. Daddy Yankee, Vic aussi et Tego Calderón. Jusqu'à ses 13 ans, il poussait la chansonnette dans la chorale de l'église catholique du coin. Ensuite, il s'est mis à s'enfermer dans sa chambre pendant des heures pour pondre des instrus et lâcher des freestyles. Et d'ailleurs, son blaze vient d'une vieille photo de lui, prise à Pâques quand il était gamin. On l'avait déguisé en lapin de force, et il tirait la pire tronche de l'univers. Le cliché parfait, un putain de mélange entre candeur enfantine et pur esprit rebelle. Le surnom lui est resté collé à la peau. Et franchement, voici un truc essentiel à capter sur Bad Bunny. Le monde entier le voit comme une icône absolue de la pop culture. Mais derrière les paillettes, ça reste le même gamin originaire de Vega Baja. Il en a d'ailleurs parlé lors de son passage au Late Show, en expliquant la frontière entre les deux, la ligne séparant la bête de scène, Bad Bunny, et l'homme, Benito. C'est toujours d'actualité, non? En vrai, Benito et Bad Bunny ont fini par fusionner totalement. Et c'est ce côté brut de décoffrage, ce refus de jouer un rôle, qui l'a fait matcher avec des centaines de millions de fans aux 4 coins du globe. Une fois son diplôme de fin de lycée en poche en 2012, il a débarqué à l'université de Porto Rico à Arecibo pour suivre un cursus en communication audiovisuelle. Sauf que même sur les bancs de la fac, il avait déjà la tête complètement ailleurs. Il enchaînait les heures comme emballeur dans un supermarché écono à Vega Baja, tout en balançant ses propres sons faits maison sur SoundCloud pendant son temps libre. En 2016, c'est l'explosion. Son single Diles tape dans l'œil de DJ Luyan, un lourd producteur portoricain. Tout a explosé d'un coup. Il signe chez Hear This Music et trace sa route sans jamais se retourner. C'est son tube Soy Peor, sorti en 2017, qui le propulse direct sous le feu des projecteurs. L'année 2018, son featuring sur I Like It de Cardi B cartonne et domine le Billboard Hot 100. Dans la foulée, le morceau Mia avec Drake accroche direct la place numéro 5. Son premier projet X ans de près se hisse numéro 11 du Billboard 200. Dès lors, son ascension devient inarrêtable. Il devient l'artiste le plus streamé au monde sur Spotify 3 années d'affilée, de 2020 à 2022. Avec Un Verano Sin Ti, en 2022, il sort le tout premier projet hispanophone, nommé Album de l'année aux Grammys, qui squatte la place de numéro 1 pendant 13 semaines, avant de s'imposer comme le disque le plus écouté de toute l'histoire de Spotify. Le gars cumule plus de 45 milliards d'écoutes sur la plateforme. Il fait même ses armes au cinéma dans Bullet Train et Happy Gilmore 2. En 2021, il débarque carrément sur le ring de WrestleMania 37. Mais ce qui le différencie des autres stars latines qui ont percé à l'international, c'est son refus catégorique de chanter en anglais. Pas un seul foutu mot. Et quand on interroge là-dessus, il l'assume à 100%, sans aucun complexe. Ce qui démarque vraiment ta génération de chanteurs hispanophones, de l'ancienne école des années 90 ou début des années 2000, c'est votre détermination à chanter en espagnol. Surtout maintenant que tes sons font vibrer des millions de personnes aux 4 coins du globe. Est-ce que tu te dis parfois que ton public, qui ne capte pas un mot de tes textes, passe à côté de l'essentiel et ne saisira jamais la profondeur de ton message? C'est clair et net, le public loupe un tas de subtilités. Ouais. En vrai, même un paquet de latinos passe à côté du délire, parce que j'utilise pas mal d'argot portoricain, tu captes? Et ouais, je m'en rappelle. Je crois que, juste au sommet de mon buzz, quand j'ai balancé ce projet qui sortait des sentiers battus, le projet Mañana, blindé de punchlines et de métaphores, typiques de chez nous à Porto Rico. Et je suis persuadé à 100% que les gens n'ont pas du tout saisi la véritable essence de cet album. Totalement. Et comment tu le vis du coup? T'as envie de te justifier? Ou tu te dis juste que c'est comme ça? Je m'en bats l'œil. Pour être très clair, j'ai toujours dit que le jour où je ressentirai l'envie de l'ouvrir en anglais, je le ferai direct. D'ailleurs, je n'écris pas un mot dans cette langue, tu vois? L'anglais, je le raye de la carte. Un point, c'est tout. Et c'est exactement cette vibe incroyable qu'il a ramené avec lui lors du Super Bowl. Cette volonté farouche de revendiquer ses racines portoricaines sur la plus gigantesque des scènes américaines a galvanisé des millions de personnes tout en faisant rager les détracteurs. Et quand il évoque cette sensation de retourner le feu sur scène chez lui à Porto Rico, face aux siens, on ressent direct à quel point son attachement à ces terres est viscéral. Mais le phénomène Bad Bunny ne s'est jamais limité à l'industrie musicale. Son militantisme est imprégné dans chacune de ses cellules. En juillet 2019, il met sa tournée européenne sur pause pour sauter dans un vol vers Porto Rico,
Afin de grossir les rangs des manifestants exigeant la tête du gouverneur Ricardo Rossello, scandalisé par les chats fuités du gouvernement crachant sur les victimes de l'ouragan Maria, il est monté au créneau avec Residente et Ricky Martin. Rossello a fini par démissionner en moins de 2 semaines. En 2020, Bad Bunny a débarqué au Tonight Show en jupe, avec un t-shirt qui balançait « Ils ont tué Alexa, pas un gars en jupe !» C'était pour honorer Alexa Negron Luciano, femme trans assassinée, et dénoncer la violente transphobie à Porto Rico. Son style non-genré, ses ongles vernis, ses robes, ce baiser avec un danseur au VMA de 2022 lui a rapporté le prix Vanguard de la GLAAD en 2023 pour son activisme LGBTQ+. Il s'affiche carrément en drague dans son banger Yo Perreo Sola. Un message fort pour encourager les meufs à danser librement et sans harcèlement. Avec son titre El Apagón de 2022, il balance sur les coupures d'électricité portoricaines, la gentrification par les riches américains et l'expulsion des portoricains de souche. Et en 2025, il publie une vidéo des rafles migratoires à Porto Rico. Il a affiché publiquement les agents et a même annulé des dates américaines pour protéger ses fans sans papier des descendants. Mais voilà le vrai truc. Le mec n'est pas passé entre les gouttes des critiques de sa propre communauté non plus. Ses premiers textes se sont fait accuser d'être ultra misogynes et d'objectifier complètement les femmes. Un délire qui s'emboîtait parfaitement dans les gros clichés machos du reggaeton. Les haters ont vite remarqué que l'album Nadie sabe lo que va a pasar mañana ne comptait qu'un seul featuring féminin, placé d'une façon qui rabaissait les autres meufs selon certains. Et son idylle avec Kendall Jenner a bien fait jaser face au scandale d'appropriation culturelle de sa belle famille. En 2023, son show en espagnol aux Grammys a été sous-titré « Chante en langue non anglaise ». Un pur manque de respect, qu'il a très vite recadré, parce que c'était une énorme insulte pour les latinos, comme pour les malentendants. En décembre 2025, l'Institut d'anthropologie du Mexique lui tombe dessus pour avoir manipulé une antiquité sur un post Insta supprimé. Et certains chercheurs vont même jusqu'à l'accuser de faire du people washing. En gros, utiliser le féminisme pour camoufler le gros machisme qui traîne encore dans certains de ses sons. C'est un mec complexe, parfois bourré de grosses contradictions. Il reste humain. Mais ce qu'il n'est pas, ce qu'il n'a jamais incarné, c'est ce rôle de méchant que les médias du Super Bowl voulaient lui coller. Il n'a jamais taclé les gars de la NFL. Il n'a jamais forcé personne à apprendre l'espagnol. Il a juste fait une vanne dans un comedy club. Et a tout clarifié en conférence de presse, avec un discours qui parlait de danse, de kiff, de battement de cœur. Et la machine, cette usine à scandale qui se nourrit de haine, de clivage et de clics, a tout déformé pour créer un faux bad buzz. Mais tu sais quoi ? L'histoire nous a déjà spoilé la fin du film. En 2004, le scandale du Nipplegate de Janet Jackson a provoqué des amendes salées et brisé sa carrière. En 2016, le live formation de Beyoncé a déclenché des appels au boycott pour ses soi-disant ondes anti-flics. MIA a pris 16,6 millions de dollars de procès pour un doigt d'honneur au show de Madonna en 2012. Les Maroon 5 ont subi un énorme boycott en 2019 à cause de la gestion de l'affaire Colin Kaepernick. À chaque putain de fois, les gens ont juré sur leur vie qu'ils boycotteraient l'écran. Et à chaque fois, ces menaces en l'air n'ont même pas égratigné les audiences records. Pour le dimanche du Super Bowl, plus de 200 millions de personnes se rendent au rendez-vous. Et la majorité va bouger la tête sur des gros kicks reggaeton. Pas besoin de sous-titres pour kiffer ça, car au fond, c'est l'absolue vérité. Ce que Bad Bunny voulait nous faire piger depuis le départ. T'as pas besoin de parler la langue pour vibrer sur le son. Faut juste que ton cœur batte.